Il était 7h15 du matin, à River North, Chicago. Mon café était chaud, mais l'air de mon appartement était frais, calme et cher, exactement comme je l'aimais. Soudain, la sonnette retentit. Ce n'était pas un ami. C'était un huissier. J'ai signé l'accusé de réception de l'épaisse enveloppe, l'ai déchiré dans l'entrée et j'ai dévisagé l'entête légale. Pension alimentaire pour obligation filiale. Mes parents, Gary et Suzanne, me poursuivaient en justice. Ils ne me demandaient pas d'aide. Ils réclamaient une pension alimentaire mensuelle car ils prétendaient être sans ressources. Pourquoi? Parce que le divorce de ma sœur Gabriella leur coûtait une fortune. Ils voulaient mon argent pour payer ses erreurs. Leur audace ne m'a pas fait crier. Elle m'a paralysé. Un instant. Laissez un commentaire et dites-moi quelle est la chose la plus scandaleuse qu'un membre de votre famille vous ait jamais demandé. Je lis les commentaires en ce moment même. Je n'ai pas jeté les papiers. Je n'ai pas crié. La panique était une perte de temps que je ne pouvais pas me permettre, alors je l'ai évitée et je suis passé directement à la gestion de la situation. Je me suis assise à ma table de salle à manger en verre et j'ai entamé une analyse des risques. La plainte prétendait que j'avais conclu un accord verbal pour subvenir aux besoins de mes parents à la retraite en échange des nécessités qu'ils m'avaient fournies pendant mon enfance. Nourriture, logement, vêtements. Ils essayaient en fait de me facturer mon éducation. Ils affirmaient que mon refus de vendre ma maison pour financer leur bataille juridique constituait une rupture de ce contrat imaginaire. C'était une frappe nucléaire contre mon avenir financier, lancée par ceux-là même qui étaient censés être mon filet de sécurité. La plupart des filles auraient appelé leur mère en pleurs, la suppliant de leur donner des explications. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes parents étaient de véritables catastrophes en informatique. Il y a des années, ils m'avaient désigné comme administratrice du disque dur familial en ligne, car ils n'avaient pas la patience de se souvenir des mots de passe. Ils avaient oublié que c'était moi qui détenais les clés. Je me suis connecté. Je n'ai pas fait que naviguer. J'ai pris le contrôle total. J'ai téléchargé 5 années de déclaration de revenus, de relevés de cartes de crédit et de virements bancaires. J'ai mis en sécurité tous les PDF détaillant leurs dépenses. Puis j'ai changé les mots de passe. Je les ai coupés de leur propre vie numérique. J'ai regardé autour de moi, dans mon salon. Pour eux, cet appartement à River North n'était qu'un actif. Une montagne d'argent qu'ils pouvaient liquider pour régler leurs problèmes. Mais pour moi, ce n'était pas de l'immobilier. C'était une forteresse. Je me suis approché du mur et j'ai posé ma main sur le plâtre froid. Ce mur n'était pas fait de plaques de plâtre et de peinture. Il était fait de riz et de haricots. Pendant 4 ans, je n'ai rien mangé d'autre. Pendant que Gabriella se faisait bronzer chaque semaine et subissait une rhinoplastie pour ses 16 ans à cause d'une prétendue déviation de la cloison nasale, je marchais dans la neige pour aller travailler et économiser le prix du bus. Pendant qu'il dépensait des fortunes dans ses robes de concours de beauté, pariant sur un mariage avec un riche, j'amassa des sous comme un dragon. Chaque mètre carré de cet endroit représentait une fête manquée, un voyage non fait, un luxe refusé. J'ai construit ce silence. J'ai acheté ce morceau de terre. C'était le seul endroit au monde où personne ne pouvait me dire que je n'étais pas à la hauteur, que j'étais trop ennuyeuse ou que je n'existais que pour préserver l'image familiale. Cet appartement était la manifestation concrète de ma survie. Le vendre ne serait pas seulement une perte financière. Ce serait un retour au chaos. Ce serait détruire le seul refuge que j'ai jamais connu pour construire un abri pour ceux qui m'avaient abandonné. J'ai regardé les fichiers téléchargés sur mon écran. Ils voulaient une guerre pour les ressources. Très bien. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais l'analyste des risques et ils représentaient un passif que j'étais sur le point d'éliminer. Le lendemain soir, je suis allé à Nipville. Ils appelaient ça une réunion de règlement. J'appelais ça une reconnaissance. La maison de mes parents était une vaste demeure coloniale avec un jardin impeccable et une allée remplie de voitures de luxe en location. Elle incarnait le rêve américain. Je savais que ce n'était qu'un château de cartes. Je suis entré dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un décor de théâtre. Ma mère, Suzanne, portait un cardigan en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Mon père, Gary, versait du scotch dans des verres en cristal. Gabriella, la chouchoute, était là, recroquevillée sur le canapé blanc, sanglotant dans un mouchoir en soie. Elle leva les yeux à mon entrée, ses yeux parfaitement cernés de rouge, son maquillage toujours impeccable. « Alexis, Renifletiel. Dieu merci, tu es là. Il faut qu'on arrange ça. » Mon père ne m'a pas proposé à boire. Il désigna un fauteuil raide dans un coin. « Assieds-toi. »
dit-il. N'en rajoutons pas. Je m'assis, posant mon sac à main sur mes genoux comme un bouclier. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce qu'ils disent que le procès était une erreur, un coup de tête. Au lieu de cela, ma mère joignit les mains et sourit, ce sourire crispé et terrifiant qu'elle arborait quand elle s'apprêtait à demander une faveur qu'elle estimait lui être due. On sait que la voie légale est agressive, dit-elle d'un ton mielleux. Mais il faut que tu comprennes la gravité de la situation. Blake fait appliquer le contrat prénuptial. Il essaie de dépouiller Gabriella de tout. Si elle n'a pas les meilleurs avocats, l'image de la famille sera ruinée. On ne peut pas la laisser vivre dans un appartement en location. Alexis, qu'est-ce que les gens vont dire? Je la fixais. L'image de la famille. C'était ça le problème. Pas le bien-être de Gabriella, mais l'image qu'elle renvoyait. Et tu t'attends à ce que je vende ma maison pour protéger ton image? Demandai-je d'un ton neutre. Gary soupira, comme un homme accablé par un employé insupportable. Ce n'est pas qu'une question d'image, Alexis. C'est une question de stratégie. Tu as des fonds propres. On a besoin de liquidité. C'est une réaffectation temporaire des actifs. Une fois que Gabriella aura reçu son indemnisation, on te remboursera avec intérêt, si tu insistes. J.E. regarda Gabriella. Elle ne me regardait pas. Elle était sur son téléphone, sans doute en train de vérifier l'engagement sur sa dernière publication mélancolique. Et là, j'ai compris. La prise de conscience fut si brutale qu'elle me fit presque saigner. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur. Assurance vie. Pendant 29 ans, je m'étais demandé pourquoi j'étais la plus ennuyeuse. Pourquoi il m'avait poussé à étudier la finance pendant que Gabriella prenait des cours de théâtre. Pourquoi il louait ma frugalité mais se moquait de mes vêtements. Il ne m'apprenait pas la responsabilité. Il me préparait à un filet de sécurité. Il savait que Gabriella était à risque. Il savait que leur train de vie était intenable. Alors, il m'avait élevé pour que je sois la ressource fiable et docile qu'il pourrait exploiter à l'arrivée de l'hiver. J'étais l'enfant de verre. Ils me transperçaient du regard pour voir leur propre reflet doré en Gabriella. Yenem events passe d'ici. La température de la pièce chuta de 10 degrés. Le sourire de Susan Essafaka. Tu es égoïste, siffla-t-elle. On t'a tout donné. On a fait de toi ce que tu es. Tu nous dois une fière chandelle. Me lever de cette chaise me sembla défier la gravité. Je ne criais pas. N'y protestai pas. Je les regardais simplement. Trois inconnus jouant une tragédie dans une maison qu'ils ne pouvaient pas se payer. Et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai refermée doucement, scellant le tombeau derrière moi. Le vent était froid à Nipville, mais pour la première fois de ma vie, le froid ne me dérangeait pas. C'était comme une lucidité soudaine. Je suis rentré en ville en voiture, la mâchoire si serrée que j'avais mal aux dents. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Message de ma mère, reproches sur ma loyauté familiale, accusations de trahison, menaces de déshéritation. J'ai mis le téléphone en mode « ne pas déranger ». J'avais du travail. J'ai engagé un avocat nommé Reynolds, un homme au sourire aussi tranchant que son costume. Il a déposé une requête en irrecevabilité pour incompétence territoriale et absence de fondement. Mais ce n'était que le début des hostilités. La vraie guerre se déroulait sur ma table à manger. Pendant les 3 nuits suivantes, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis devenu expert comptable judiciaire chez moi. J'ai épluché les gigaoctets de données téléchargées. Chaque relevé de carte bancaire, chaque virement, chaque transaction Venmo. Un véritable labyrinthe d'incompétences financières. J'ai vu les contrats de location de voitures qui ne pouvaient pas se permettre. J'ai vu les vacances de luxe payées avec des cartes de crédit à 20% d'intérêt. J'ai vu les frais professionnels du cabinet de conseil de Gary qui étaient en réalité des paiements pour des abonnements à des clubs privés et des journées au spa. Et puis, j'ai trouvé la preuve irréfutable. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. C'était du détournement de fonds. Mes parents étaient administrateurs de la petite succession de ma grand-mère, censée être placée sous séquestre pour l'éducation de tous les petits-enfants. Le compte était vidé, et les virements n'allaient pas aux écoles. Ils allaient à une société écran enregistrée au nom de Gabriella. Ils avaient dilapidé l'avenir de la famille dans sa carrière d'influenceuse, achetant des abonnés, payant des voyages pour des marques, finançant son train de vie pour qu'elle paraisse suffisamment prospère pour trouver un mari riche. Ils n'étaient pas dans le besoin. C'étaient des criminels. Techniquement, ils étaient en faillite parce qu'ils avaient volé dans les caisses familiales et dépensé l'argent en illusions. Je me suis adossé, la lumière bleue de l'ordinateur portable éclairant mon visage. J'éprouvais un étrange détachement.
La colère avait disparu, remplacée par une froide certitude mathématique. Ils m'avaient poursuivi en justice pour obtenir une pension alimentaire, car leurs ressources étaient épuisées et ils avaient besoin d'une nouvelle source de financement avant que la fraude ne soit découverte. J'ai rédigé un rapport d'expertise. 30 pages de tableaux, de graphiques et de preuves irréfutables. Je ne me battais plus seulement contre un procès. Je construisais ma propre prison. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les vitres de ma forteresse. L'hiver était arrivé à Chicago, et il allait être long et rigoureux pour ceux qui pensaient pouvoir se servir de moi comme combustible. J'ai imprimé le rapport, les pages encore chaudes entre mes mains. L'escalade professionnelle était terminée. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment pour frapper fort. Reynolds m'a appelé jeudi. Sa voix, d'ordinaire douce et assurée, était tendue. « Alexis, il faut qu'on parle. J'ai les documents de l'équipe juridique de Blake. » J'ai posé mon café. « Quoi? Ont-ils trouvé la société écran? » « Non, c'est pire ou mieux selon votre degré de cynisme. » Il marqua une pause. Blake n'applique pas le contrat prénuptial uniquement à cause de différends irréconciliables. Il invoque la clause de moralité, et plus précisément la section concernant la fraude à la paternité. Ma main esse figia sur mon clavier. Fraude à la paternité. Oui, Gabriella ne divorce pas seulement. Elle est enceinte. Et le test de paternité exigé par les avocats de Blake confirme que le père n'est pas Blake. Un silence peasant est installa entre nous. Alors, qui est-ce? Demandai-je, même si une nausée me disait que je le savais déjà. C'est Logan, le frère cadet de Blake. Je fixai le mur de mon bureau, la silhouette de la ville se brouillant en un nuage gris. Logan, le frère que Blake avait fait sortir de cure de désintoxication à 3 reprises. Le frère qui avait toujours un peu trop lorgné Gabriella lors des dîners de famille. C'était un scandale qui allait mettre fin à une dynastie, une trahison incestueuse qui allait humilier l'une des familles les plus puissantes de Chicago. Et mes parents le savaient. Soudain, tout s'est éclairé. Le désespoir, le procès, leur prétendue indigence. Ils ne cherchaient pas à maintenir un certain train de vie. Ils cherchaient à acheter le silence. Ils avaient besoin d'argent pour étouffer l'affaire. Ils devaient faire sortir Gabriella du pays, l'installer dans un endroit tranquille, payer quiconque oserait parler avant que l'affaire n'éclate et ne ruine leur réputation à jamais. Ils étaient prêts à sacrifier mon avenir, ma maison, ma sécurité, ma vie pour dissimuler le fait que leur fille chérie avait déclenché une véritable bombe à retardement au sein de son mariage. C'était la cruauté banalisée à l'extrême. Ils s'étaient persuadés que me détruire était un mal nécessaire pour sauver l'honneur de la famille. Ils considéraient ma stabilité non pas comme une réussite, mais comme leur réserve financière. Une rage froide m'envahit. Ce n'étaient pas seulement de mauvais parents. Ils étaient complices d'un crime moral, et ils avaient essayé de faire de moi leur complice après coup. Envoyez-moi les dossiers, dis-je à Reynolds. Tous. Le test de paternité, le contrat prénuptial, la clause de moralité. J'ai raccroché et me suis dirigé vers la fenêtre. En contrebas, la ville poursuivait son cours implacable, indifférente à la pourriture qui rongeait ma famille. J'avais passé ma vie à essayer d'être à la hauteur, à essayer d'être remarqué. À présent, je comprenais qu'ils m'avaient parfaitement cerné. Ils me voyaient comme le sacrifice, le bouc émissaire à brûler pour que l'enfant prodige puisse renaître de ses cendres. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Le bouc émissaire détenait les preuves. Et elle n'était pas seule à brûler. La salle de déposition sentait le cirage au citron et le café rassis. C'était une boîte sans fenêtre, conçue pour mettre mal à l'aise, mais je m'y sentais comme chez moi. Assise à côté de Reynolds, les mains jointes sur la table, j'observais mes parents de l'autre côté du meuble en acajou. Ils avaient l'air confiants, voire suffisants. Ils avaient joué le rôle des aînés endeuillés et démunis. Ma mère, dans un tailleur gris modeste, mon père, les épaules voûtées pour paraître plus fragile qu'il ne l'était. Leur avocat, un homme qui semblait courir après les ambulances pour le plaisir, commença sa plaidoirie sur le lien sacré de la famille et la tragédie de l'abandon. Il parlait d'obligations morales. Il expliquait comment j'avais profité de leur générosité pendant 18 ans et que je refusais maintenant de rendre l'appareil. Gary acquiesçait, me regardant avec un mélange de pitié et de déception, comme si j'étais un enfant indiscipliné qui avait juste besoin d'une pause pour comprendre ses erreurs. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient gagner. Ils pensaient pouvoir me faire honte et me soumettre, car c'est ainsi qu'ils m'avaient contrôlé toute ma vie.
Il ne réalisait pas que la honte est une monnaie d'échange et que j'avais cessé de l'utiliser depuis longtemps. Reynolds, Nebraska, les interrompit pas. Il les laissa terminer leur spectacle. Quand le silence se fit enfin dans la salle, il n'ouvrit pas de dossier. Il me regarda. C'était mon tour. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement fouillé dans mon sac et en ai sorti 2 enveloppes Kraft. J'ai fait glisser la première sur la table. Elle s'est arrêtée pile devant mon père. Voici un audit médico-légal du fonds familial, ai-je dit d'une voix calme, presque ennuyée. Il détaille 342 transactions des 5 dernières années. Il montre comment vous avez liquidé l'argent de la succession de grand-mère, légalement destiné à ses études, et l'avez transféré dans une société écran enregistrée au nom de Gabriella. Il montre les virements bancaires pour le leasing de la Porsche, les voyages à Cabo, les fermes de bottes que vous avez engagées pour gonfler artificiellement son nombre d'abonnés. Vous n'êtes pas sans ressources, Gary. Vous êtes des criminels. Vous êtes techniquement en faillite parce que vous avez dilapidé votre propre avenir pour acheter des likes sur Instagram. Le visage de Gary est passé du rouge vif à la cendre en 3 secondes. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Son avocat a saisi le dossier, feuilletant les pages, les yeux écarquillés à la vue des reçus. Mais je n'en avais pas fini. J'ai fait glisser la 2e enveloppe sur la table. Celle-ci était pour ma mère. Et voilà, dis-je, la raison pour laquelle Blake te détruit. C'est une copie du test de paternité, extrait du dossier de divorce. Ma mère s'est figée. Sa main planait au-dessus de l'enveloppe comme si elle était radioactive. Elle savait. Elle l'avait su depuis le début. Ouvre-la, dis-je. Elle n'a rien fait. Elle m'a juste fixé, les yeux emplis d'une terreur que je ne lui avais jamais vue. Alors j'ai continué. Cela confirme que le bébé de Gabriella n'est pas celui de son mari. Il est celui de Logan, son frère. Le silence dans la pièce était absolu. Un vide qui leur coupait le souffle. Leur avocat a interrompu sa lecture. Il a regardé ses clients, puis l'enveloppe, puis de nouveau ses clients avec une expression d'horreur pure. Il a compris qu'il ne se battait pas pour une pension alimentaire. Il marchait sur une mine. Vous m'avez poursuivi pour une pension alimentaire parce que vous aviez besoin d'argent pour garder le silence. Je t'avais dit de soudoyer ceux qui étaient au courant ou de mettre Gabriella à l'abri des regards. Tu étais prête à sacrifier ma vie, ma maison, mes économies, mon avenir pour étouffer un scandale incestueux qui ruinerait ta réputation. Tu n'es pas venu pour mon argent par appât du gain. Tu étais rongé par tes propres mensonges. Suzanne éclata en sanglots. Ce n'étaient pas les jolis pleurs délicats qu'elle avait en soirée. C'étaient des sanglots rauques et gutturaux. Il fallait la protéger. Hurlait-elle. C'est ta sœur, Alexis. Ça va la tuer. Si ça se sait, on perd tout. Nos amis. Notre réputation. Je t'en prie, tu ne peux pas faire ça. Je la regardais. Cette femme qui m'avait ignoré pendant 29 ans. Je regardais mon père, le regard abattu, fixant la table. Il suppliait maintenant. Le rapport de force avait basculé si vite. Ils étaient sous le choc. Ils attendaient que je sois la bonne fille. Celle qui réparait les dégâts. Celle qui se sacrifie pour que l'enfant chéri continue de briller. Si vous persistez dans cette action en justice, dis-je, je verserai ces 2 dossiers au registre public comme preuve de votre situation financière et de la raison de votre prétendue insolvabilité. Le choix vous appartient. Vous pouvez abandonner les poursuites et signer une ordonnance de non-contestation, ou vous pouvez expliquer à un juge et à la presse pourquoi vous avez volé une femme décédée pour dissimuler un scandale de paternité. Suzanne tendit la main par-dessus la table, tremblante. Alexis, SILT plate. Nous l'avons fait pour la famille. Nous t'aimons. Je me suis levé et j'ai lissé ma jupe. Non, vous ne m'aimez pas. J'ai dit, vous adorez l'assurance vie, mais vous avez commis une erreur stratégique. Vous avez sacrifié la mauvaise fille. Je me suis dirigé vers la porte. Je ne me suis pas retourné. Derrière moi, j'ai entendu ma mère sangloter mon nom, mais cela ressemblait à une histoire de fantôme. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. L'air était de nouveau respirable. La déposition était terminée, et leur emprise sur moi aussi. Le procès a été rejeté 72 heures plus tard. Reynolds m'a appelé pour confirmer que les documents avaient été déposés. Mes parents ont signé l'ordonnance de non-contestation sans broncher. Ils n'avaient pas le choix. C'était l'autographe le plus cher de leur vie, acheté au prix de leur propre humiliation. La suite s'est déroulée avec l'efficacité prévisible d'une correction boursière. La maison de Nipville a été mise en vente la semaine suivante. Ce fut une vente à prix cassé.
Ils ont emménagé dans un 2 pièces en location près de l'aéroport, loin du country club et des regards indiscrets des voisins qu'ils avaient passé des décennies à essayer d'impressionner. Le divorce de Gabriella a été prononcé rapidement. Blake a été impitoyable. Elle est repartie sans rien d'autre que ses vêtements et le bébé qu'elle avait essayé de faire passer pour un héritier. Elle vit maintenant chez nos parents. 3 narcissiques coincés dans un petit appartement de location, blâmant le monde entier pour la ruine qu'ils ont provoquée. Je ne prends pas de leurs nouvelles. Je ne regarde pas leurs réseaux sociaux. Ce sont simplement des actifs toxiques que l'on a rayés des comptes. J'étais assis dans mon appartement un vendredi soir. Le silence régnait. Le vent du lac Michigan soufflait contre la vitre, mais à l'intérieur, l'air était immobile. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. J'ai affiché le tableau que je gardais en tête depuis 29 ans. Le registre de chaque affront, de chaque dollar volé, de chaque fois qu'il me voyait à travers pour ne voir que ma sœur. Pendant longtemps, j'ai cru que partir était un échec. La société nous dit que les liens du sang sont un contrat indissoluble. On nous apprend qu'on ne peut pas trahir sa famille, aussi toxique que soit la dette. Mais j'ai compris que parfois, le sang n'est pas un lien, c'est un parasite. Rompre ce lien n'était pas un acte de cruauté. C'était une nécessité médicale. J'ai dû couper le lien pour sauver le patient. Et le patient, c'était moi. En me détachant de ce lien qui me vidait de mon énergie, j'ai enfin trouvé la personne qu'il n'avait jamais voulu que je sois. Je me suis retrouvé. J'ai regardé le fichier intitulé « Dette ». Je ne l'ai pas archivé. J'ai sélectionné les cellules et appuyé sur « Supprimer ». L'écran a clignoté et les données ont disparu. Le solde était à 0. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé à la fenêtre et j'ai contemplé les lumières de la ville, des milliers d'autres forteresses se détachant sur l'obscurité. Je n'étais plus l'enfant de verre. J'étais solide. J'étais en sécurité. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Si vous avez déjà dû construire votre propre forteresse pour vous protéger de ceux qui étaient censés vous protéger, partagez cette histoire. Et si vous êtes l'enfant de verre de votre famille, rappelez-vous que vous n'avez pas à vous briser simplement parce qu'ils ne peuvent pas vous voir.